Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 20. Et qui dit 20 dit épisode spécial et c'est bien pour ça que ce Lloydcast, en plus de l'écouter, tu peux le voir. Puisque nous sommes filmés, il n'y aura donc pas de montage, c'est sans filet. Et celui qui a accepté d'être mon invité pour cet épisode spécial est un homme qui a conquis sa province, avant de parcourir la France et même l'international avec sa pièce Le choix des âmes qui est un véritable succès. Il est auteur, romancier, comédien, directeur de troupe. Il court les 10 bornes en moins de 50 minutes selon la légende et est très engagé dans son métier comme dans la vie. Stéphane Titeka, bonjour. Bonjour, alors je courais les 10 bornes en moins de... Mon record c'est 42 minutes 30 très exactement, mais là c'est un vieux souvenir. Et puis je trouve que quand même tu as quand même de drôles d'idées de choisir moi alors que tu reçois tant de belles comédiennes, me choisir moi, tu les mets pas en vidéo et moi tu me choisis en vidéo, je trouve que c'est une drôle d'idée. Écoute, justement, je fais l'inverse du MeToo, je fais l'inverse de tout ça en ce moment. Je suis dans le... Voilà, j'aime bien toujours prendre un petit peu à contrepoint, mais on pourra parler effectivement des femmes. Il n'y a Ah aucun bah, problème, ça, et- ça me va aussi, mais j'en reçois aussi énormément. Et puis pour ce 20e, je me suis dit tiens, que c'était très intéressant d'avoir cette conversation avec toi, puis de la faire filmer, parce que tu es beau à regarder, et puis parce que ouais. cette bibliothèque, en ce moment, on la connaît bien. Alors au moment où on enregistre, je précise pour les gens qui écouteront ça d'ici 20 ans, on est le 18 avril, c'est ça? Le samedi 18 avril. Ouais, en fait, on ne sait plus, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est dimanche tout le temps, en fait, maintenant. C'est le confinement. Il y a ta bibliothèque derrière toi on peut voir quasiment tous les soirs sur Facebook parce que tu fais une lecture d'un de tes romans. Mais on va parler un petit peu de tout ça, d'écriture, de ton parcours. Moi, j'ai plein de questions à te poser. D'abord, la première, le samedi 18 avril 2020, comment ça va? Ah, cette question, j'ai l'impression d'y répondre tous les jours depuis 40 jours. Ça fait 40 jours, non? Euh, Euh, Ça non fait mais 40 voilà. dimanches. En fait, je vais bien. J'estime que je suis dans une situation plutôt favorisée. Euh, j'ai, je suis dans un espace qui est large, qui est avec un jardin dans ma Touraine. Donc, par rapport à plein d'autres, je pense que je suis plutôt favorisé par rapport à ça. En tant que comédien, j'ai renouvelé mon intermittence le 29 février. Donc, ce que j'espère, c'est que ça sera bien la date anniversaire et que je suis parti pour 4 ans. Donc je suis pas très inquiet par rapport à ça. Je suis plus inquiet par rapport à la conjoncture, par rapport à la compagnie, etc. Enfin bon, je pense qu'on va en parler un peu. Mais j'ai pas l'impression forcément. C'est aussi la possibilité. Enfin, nous on est aussi souvent confinés. Je veux dire, moi je suis parti pour jouer Keane en 2019. J'ai été 7 mois à Paris où j'étais tout seul dans un appart et je sortais juste pour jouer le soir. Enfin souvent c'était ça. Finalement, j'étais confiné, quoi. La seule Hmm. différence, c'est qu'il y avait du public et que les théâtres fonctionnaient encore. Mais voilà, j'étais confiné. D'ailleurs, c'est une vanne un peu récurrente avec les gens autour de moi, entre ce qui s'est passé pour moi en 2019 avec Keane et autres. C'est de dire qu'à la fin de la première semaine du confinement, ma famille m'avait plus vu que dans tout 2019. D'accord. Et dans la présentation que j'ai faite de toi, auteur, romancier, comédien, directeur de troupe, bon, les 10 bandes, tu m'as confirmé, mais ça, c'était il y a 25 ans. Ouais. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je sais. Non, 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 je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Disons que j'ai très vite écrit sous toutes ses formes et puis que le théâtre a été le médium qui a été comme évident. J'ai commencé à faire du théâtre très rapidement. Ouais, non, non, moi je me considère comme plutôt homme de théâtre et puis je sais pas s'il y a de la, enfin je sais pas s'il y a des, je sais qu'il y a un seul endroit où je me sens bien, c'est dans une salle de théâtre en fait. Alors, tu sais, il y a plusieurs traditions dans le Lloydcast, parce que je sais que tu as été l'un des premiers à l'écouter et à le soutenir. Je te remercie encore. Je demande qu'est-ce que tu veux boire. Alors là, en principe, ça marche bien à l'audio parce que les gens voient pas que justement on est à distance et je peux te proposer n'importe quoi à boire. Sauf que là, comme on nous voit, qu'est-ce que je te propose quand même à boire qu'on va faire croire que les gens croient que je te donne à boire?
Donc en fait, moi, je serais un vrai comédien parisien, machin, etc. Je te dirais un thé vert, bio, machin, etc. Comme Mais la plupart que j'ai eu. Ouais. un vrai café serré et du pur arabica, s'il te plaît. Ok, très bien. Bah écoute, je te sers ça, on fait semblant hein, de boire ce merveilleux café. Dans tout ce que j'ai dit dans la présentation, est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que tu préfères faire? Ah, c'est intéressant ce que tu me poses comme question. Euh, alors probablement l'écriture. Voilà, probablement. Non, la direction de compagnie. En fait, je trouve ça absolument génial de réussir à fédérer des gens, à monter des projets et au bout du compte, à trouver du boulot aux gens. Enfin, un truc, c'est pas ce que je préfère faire, mais c'est la chose dont je suis le plus fier. Hmm. Arriver à faire exister quelque chose à partir d'un petit fantasme, arriver à faire exister quelque chose qui fait bosser des gens, qui fait plaisir à d'autres. Et voilà, ça me fait vraiment. Ça, c'est le truc dont je suis le plus fier. Ouais, je crois que tu m'avais dit ça un jour, que la chose qui était la plus valorisante pour toi, enfin c'est peut-être pas le mot valorisant, hein, C'est mais ça. la chose qui te plaisait le plus, c'était effectivement de pouvoir signer des contrats, enfin de faire de signer des feuilles, comme on dit, on voit bien que je connais pas du tout ça, moi, hein. Les cachets d'intermittents. Ouais, non, mais se dire que ce petit délire qu'on peut avoir dans notre coin, puisqu'au départ, quand j'ai monté la compagnie, j'étais un peu tout seul, se dire que maintenant, et je le vois bien, parce qu'on est dans les galères de chômage partiel, etc., que maintenant, en gros, sur l'année, tu as une trentaine de personnes qui vont travailler avec la compagnie, et puis que t'as quand même 8 ou 9 personnes qui dépendent à 80% de la compagnie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas inutile, quoi. Et surtout, au-delà de ça, parce que la compagnie, elle fait des spectacles, mais elle a aussi un aspect d'atelier et de formation. C'est qu'on a 150 adhérents maintenant depuis la création de cette compagnie et de se dire que peut-être que dans tous les gamins ou tous les adultes qu'on a, les adultes c'est autre chose, mais dans tous les gamins qu'on a, il y a peut-être un à qui on va ouvrir une petite lumière qui a été la lumière qui, moi, m'a permis d'être là maintenant. C'est génial, quoi. Tu voulais dire la petite lumière. La petite lumière, ouais. Tu pourrais appeler ça aussi la petite lumière, un prochain truc. En fait, assez souvent, tu t'es foutu de ma gueule parce que je l'œil disais les choses, mais tu les titéquises aussi. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est pas moi vraiment qui ai trouvé le nom de la petite compagnie. Je peux te dire exactement comment. Moi, je voulais l'appeler au départ la compagnie Machin Chose. Toi, ça faisait partie c'était le premier truc. Et puis on était deux sur ce truc-là, on réfléchissait, elle me dit ouais, mais j'étais avec Laurence Cordier et Laurence Cordier qui a mis en scène Fantastic McCormick qui était le premier projet de la compagnie. Elle dit ouais non mais machin chose c'est pas terrible si on veut faire autre chose parce que là on était sur du jeune public, ça marchera pas sur ça. Et puis je suis parti courir avec mon fils à l'époque et puis on cherchait et c'est comme ça qu'on a trouvé ensemble Petite pour dire que c'est pas petite, c'est encore plus petit que petite et puis il y avait le jeu effectivement avec Petit Écart. Dans ton parcours, comment t'en es venu à l'écriture? Alors, on va pas se mentir, le premier truc qui m'a amené vers l'écriture, c'était de pécho. Il y a la guitare avant, hein. C'est plus facile. Ouais, mais j'ai jamais appris. Non, non, c'est au collège et je me suis rendu compte que, en fait, là, techniquement, fallait que je trouve d'autres solutions que simplement sourire. Et j'ai commencé à écrire des petits poèmes et des trucs comme ça. Et ça a commencé vraiment comme ça, en fait. Ça a Et marché? pas mal, pas mal. Plutôt pas mal. En fait, c'est même devenu un commerce, puisque assez rapidement, j'ai des potes qui m'ont demandé, dit ouais, ça marche bien ton truc et tu veux pas m'écrire Voilà. Et j'ai commencé à faire écrivain public pour Macho désœuvré en quête de drague. C'est mon premier poste, en fait. Et mais avant que ça devienne après, dans ces cas-là, quelque chose de plus, je dirais, de plus. Enfin, c'est ça qui t'a guidé vers le professionnalisme? Je veux dire, Non, à non, chaque non, fois, non, les. c'est devenu une vilaine manie, quoi, tu vois. C'est un Hmm. truc un peu d'écrire, de commencer à écrire, machin, etc. Moi, j'ai commencé, je crois, à 16 ou 17 ans à écrire un roman inachevé, en disant qu'il serait inachevé, qui était une autobiographie de ma vie où je démarrais à 80 ans, tu vois. C'était un truc un peu. Et j'ai vraiment réussi ce roman puisque je l'ai vraiment pas achevé. Et à un moment donné, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et puis assez rapidement, moi j'ai pratiqué le théâtre très rapidement d'abord le théâtre amateur et puis je crois qu'à 17 ou 18 ans j'ai écrit ma première pièce justement pour du théâtre amateur et puis je me suis pris au jeu et puis au départ j'étais vraiment dans un truc de commande euh,
En gros, il fallait pour l'année suivante avoir une pièce, machin, etc. Et puis rapidement, c'est devenu une nécessité, une envie, et puis d'explorer les différentes formes d'écriture. Donc en fait, tu veux dire que l'écriture chez toi, elle est pas née d'un traumatisme, elle est plus née de l'envie de, bon, déjà de pécho, Ouais. C'est déjà un traumatisme, hein. mais d'abord on va dire que tu voulais pécho les meufs, et après si tu voulais pécho le public, et les professionnels, et les comédiens, et les comédiennes. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors est-ce que dans ce cas-là, pardon, hein, je te coupe, mais est-ce que dans ce cas-là, je fais de la philosophie de comptoir, est-ce que pour toi, écrire avant tout c'était séduire? Probablement au début, oui, c'est pour ça que c'est ce que j'allais répondre. D'accord. Probablement au début. Il y avait forcément à 18 ans, à 20 ans, une envie d'être connu, d'être aimé, tout ça, etc. Sauf que ça s'est complètement évaporé, ça, en fait. Et je pense qu'avec l'âge, on arrive à savoir qui on est avec ses défauts et aussi ses qualités. Et moi, je suis super serein par rapport à ça. En fait, je trace ma route. Et j'essaie de le moins. Tu parlais du choix. Il y a eu effectivement enfin, un truc que j'aurais pas imaginé en termes de succès par rapport à cette pièce-là. Je suis très heureux que ça me soit arrivé à cet âge-là parce que je pense que j'aurais vraiment fondu les plombs à 20 piges parce que j'écrivais pas encore pour les bonnes raisons et pour les bonnes manières de faire les choses. Et je pense que j'aurais pris un melon terrible. Alors que là, j'ai qu'un moyen melon. Tu vois. Mais non, mais en fait, j'ai pris les choses comme elles venaient en étant tout à fait certain, et on voit bien avec cette période qu'on traverse que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, en disant, je goûte chaque moment qui arrive maintenant, et je continue, je trace ma route. Et ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est les projets. Si je reprends cette période-là, en fait, j'étais comme tout le monde un peu paumé, tu vois. J'étais effectivement pas chez moi, enfin, j'étais à bosser tout le temps. Là, on était dans la tournée de Keane. Nous, on a appris le déconfinement alors qu'on était avec Alexis en train de jouer Choix des âmes en Allemagne. Donc, on sort de scène le jeudi soir. On dit, tiens, Macron ferme les écoles. Du coup, c'est quoi ce délire? Quoi, il ferme les écoles? On n'y croyait pas vraiment. On est revenu en 3 jours de temps. On est parti du mardi. On est parti le mardi. On est revenu le samedi. On est revenu le samedi. Il y avait personne à Charles de Gaulle. Les gens étaient bizarres dans le métro. Il y avait des masques partout. Et puis, on a vu les gens qui commençaient à traîner leurs valises dans Paris. Enfin, c'était une ambiance qui ressemblait au film apocalyptique qu'on avait vu, machin, etc. C'était très bizarre. Je me suis perdu, je sais pas pourquoi je suis arrivé jusque-là, pour te dire que ouais, là on voit que tout s'arrête du jour au lendemain, alors qu'avec des choses, on est en train de vivre quelque chose qui est complètement inimaginable. Même les mecs, les scénars les plus barrés ont jamais osé imaginer qu'on allait arriver dans un truc comme ça. Et donc, j'ai vécu les choses qui me sont arrivées en bien en disant ça va s'arrêter du jour au lendemain. Je suis tranquille par rapport à ça, ça va s'arrêter du jour au lendemain. Donc, je suis content que ça me soit arrivé là et que le temps m'a permis de savoir ce qu'étaient les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est pas ni la célébrité, ni la reconnaissance, c'est deux choses bien différentes. J'ai très peur de la célébrité. Bon, j'en suis bien préservé, mais j'ai très peur de la célébrité. Je suis pas contre un peu de reconnaissance. Et en même temps, la seule manière d'y arriver, c'est de tracer sa route et rester soi. Et moi, la seule valeur, c'est de bosser, en fait. Donc, je peux bosser, ça va. C'est amusant parce que parmi tous les auteurs, à chaque fois que j'ai pu avoir ici dans le Lloydcast ou même ceux que je connais, il y a toujours une raison pour écrire, enfin une grosse motivation. Alors ça va être une dette, ça va être... alors toi maintenant c'est séduire, mais je peux entendre aussi ce que tu dis, parce que c'est peut-être aussi ce qu'à un moment j'ai voulu chercher, même si moi c'est né davantage d'un traumatisme, l'écriture, parce que j'avais peur d'oublier, après ma perte de mémoire, j'ai eu peur d'oublier, tu vois, les jours qui suivaient derrière, que ça se répète. Et donc c'est toujours amusant de voir quelle raison nous a amené à écrire et d'un coup d'en faire aussi un métier. Et c'est ça, parce qu'il y a ce poème, il y a cet adage qui dit quand on a 20 ans et qu'on écrit des poèmes, c'est qu'on a 20 ans. Quand on a 80 ans et qu'on écrit des poèmes, c'est qu'on est poète. Et donc j'aime assez ça, l'idée de me dire que d'un coup on fait un choix d'écrire et d'en faire sa vie. Et à quel moment, toi, d'un coup, tu t'es dit, fondamentalement, je vais gagner ma vie en écrivant? Je me suis jamais dit que je gagnerais ma vie en écrivant. J'ai eu très longtemps la plume honteuse. C'est-à-dire que je n'osais pas dire que j'étais auteur, parce que pour moi,
c'était tellement inaccessible. Et tu vois, quand tu vois, moi, par exemple, tu vois ma bibliothèque, c'est une partie de mes bouquins. Et je peux rester des heures devant une bibliothèque qui n'est pas la mienne et se dire, mais qu'est-ce qu'on est minable. Et regarde les milliers d'heures de réflexion. Chaque livre, là, c'est des milliers d'heures de réflexion d'un mec qui est plus intelligent que nous. Et tu vois, et tu multiplies par tout ça, et là, tu as le tournis. Et en fait, je n'osais pas dire que j'écrivais des pièces, je n'osais pas dire, ça a duré 5-10 ans, hein, je pense. Je n'étais pas là-dedans. J'ai eu un grand-père qui était un lettré, qui m'a fait aimer la littérature, les livres, etc. J'espère que je te parlerai aussi de Jean-Laurent Cochet, que j'ai traversé, qui a traversé ma vie à cette période-là, à 18-20 ans. La prochaine question, là, elle est là. Ouais, non, il est évident que voilà. Cet homme a bouleversé ma vie. C'est pas, et je suis pas tout seul. Tous les gens qui ont croisé cet homme. Spoil pas. Termine ta première idée. Je termine là-dessus. Mon grand-père était un homme extraordinaire qui m'a aussi bouleversé, qui m'a construit intellectuellement. Et pour lui, il n'y avait pas. C'était un hussard noir de la République. Et pour lui, il n'y avait pas de métier plus beau que de vivre de sa plume. Mais jamais j'aurais imaginé pouvoir gagner de l'argent avec ma plume. Jamais j'aurais imaginé que ce que je pouvais écrire pouvait dépasser simplement le cercle au départ de la meuf que je voulais attraper ou simplement des 3-4 personnes qui lisaient, machin, etc. Jamais j'aurais imaginé ça et pour moi c'était pas possible. J'avais pas. Tu vois, je vais être Chateaubriand rien. Non, je pensais pas que c'était possible. Je pouvais pas. Tu vois, là, j'ai des bouquins à moi qui sont là-dedans, qui se retrouvent tu vois, il y a Syntex, il y a Labiche, il y a Marivaux, il y a Hugo et il y a du Titeka. Tu te dis, what the fuck, quoi. C'est pas possible que moi. La première fois que j'ai eu l'objet, waouh. Oui. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Moi, la première fois le premier bouquin que j'ai eu, Histoire d'âme, en 2000. Quand mon éditrice me l'a donné, j'ai eu l'impression qu'elle me tendait un objet de quelqu'un d'autre en fait. Ouais, je vois bien. J'ai pas réussi. C'était une pièce qu'on jouait déjà depuis un an, une bonne année, avec ma première compagnie. Et quand elle m'a tendu l'objet, et c'était l'affiche en plus de la pièce, j'ai mis vraiment longtemps. Et puis moi, il m'a même fallu 4-5 ans avant de comprendre mon utilité en tant qu'auteur, tu vois. Donc, ce qui fait que, en fait, j'ai pas apprécié véritablement. Je l'apprécie aujourd'hui parce que mon éditrice est décédée, parce qu'on a ressorti le bouquin pour fêter les 20 ans l'année dernière, et d'un coup, c'est comme si je m'étais connecté à ce bouquin, mais 20 ans plus tard, quoi. Et c'est très étrange le rapport au livre quand on est auteur. En tout cas, moi, je l'ai pris un petit peu comme ça. Je voulais justement, quand j'ai commencé à écrire un peu ton Lloydcast, je réfléchissais, je me disais, tiens, je vais lui demander qui sont ses maîtres et ses inspirations. Et il y a quelques semaines, Jean-Laurent Cochet est décédé. Il y a quoi, maintenant, un mois à peine? Ah non, il y a quelques jours. C'est qu'on vise des jours. Même plus. Oui, je comprends plus rien. 7 avril. Oui, tu vois. Donc il est décédé et je crois comprendre que c'est quelqu'un, comme tu disais, enfin tu nous l'as un peu dit, qui t'a beaucoup marqué, qui a marqué beaucoup de monde. Et j'ai d'ailleurs un jeune comédien que je connais, que je salue ici, Robinson, qui était dans son cours cette année, qui a l'air assez dévasté. Mais on est tous dévastés, c'est-à-dire que tous les gens qui l'ont vraiment croisé ont eu leur vie bouleversée, mais vraiment, il y avait un avant et un après. Et là, le proverbe africain qui dit quand il y a un vieillard qui meurt, il y a une bibliothèque qui brûle. Là, c'est des dizaines de théâtres qui sont morts. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était un génie de l'enseignement et il a tout appris à 80% des gens qui sont là maintenant. C'était un comédien inouï. C'était un metteur en scène incroyable. Et puis, pendant ses cours, il pouvait partir en digression sur des histoires, des anecdotes, à pleurer de rire. Il était à pleurer de rire. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, on a parlé, tout le monde, il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas correctement, parlaient de son aspect colérique. Oui, il était dur. Moi, il n'y a pas d'hommes qui m'ont
j'ai jamais eu de trucs plus. Il y a eu des moments très humiliants dans ma formation, mais l'imbécile aurait juste pensé que le mec voulait humilier. Et si tu réagis au truc et que tu réfléchis, il m'a fait énormément grandir sur tous ces aspects-là. Et puis les 4-5 trucs de son enseignement sur le sens ouvert, une intention, une autre, enfin, les 4-5 trucs, le sous-texte, tous ces trucs-là qui font, mais qui est la base absolue. C'est-à-dire que tu peux absolument pas imaginer travailler sans cette base-là. C'est-à-dire qu'il avait tout synthétisé. C'est-à-dire qu'il avait c'était vraiment quelqu'un qui était admirable, qui avait une connaissance encyclopédique que comme j'en ai pas rencontré, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens vraiment qui ont une vraie connaissance, etc. Mais il était ouais, c'est quelqu'un qui m'a en fait, c'est quelqu'un. Je suis plutôt. Alors, je vais pas dire insoumis parce que le terme a été complètement galvaudé par d'autres gens maintenant, mais un peu révolté. Et je suis pas le genre à me soumettre en tout cas. Mais c'est une personne que j'appelais maître toujours. C'est une personne à qui j'écrivais en janvier en général pour son anniversaire. Le petit truc qui était rigolo. Tiens, ça fait partie des gens qui m'ont fait écrire aussi. Et l'anecdote que j'ai avec Jean-Laurent, c'est que il fait à l'époque, je suis au conservatoire, il fait un cours déplacé. Il arrive, etc. La base de son enseignement, c'était les fables de La Fontaine. Et je passe une fable. Moi, j'avais rien compris au truc. À l'époque, j'ai 18 ans, j'étais génial, donc j'avais pas besoin de bosser, tu vois. Donc je voyais pas cette histoire de fable 17e siècle. Mais mec, dans quel monde tu vis, quoi? 17e siècle, voilà, quoi. J'en ai marre. Vivement qu'on arrête de me faire chier avec les classiques pour que je puisse dire des trucs intéressants, quoi. Et je choisis La montagne qui accouche d'une souris, qui est quand même la plus petite fable de La Fontaine, qui est pas très intéressante, vraiment. Et je passe ça, j'annonce ça, voilà. Et puis Bill, il a tout de suite capté. Il dit, tiens, je suis face à un branleur. Il l'a pas dit, mais il l'a capté. Mais voilà, bon. Et en 15 jours, il m'avait donné le sens de l'envie du travail, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait... à la fin du stage, j'arrive et je passe une fable et je la pétoche un peu, etc. Puis je la passe et puis à la fin il me dit mais je comprends pas, c'est très bizarre. Il avait cette espèce de scansion parfois. Il dit c'est très bizarre. Je crois connaître correctement La Fontaine et je ne me rappelle pas de cette fable. Tu l'as trouvée dans quel livre? Et je dis bah je l'ai écrite, monsieur. Et là, il y a eu une espèce de stupéfaction, un truc incroyable. Et en fait, il avait fait fabriquer ça. J'avais jamais écrit de fable avant lui. Et là, j'avais écrit une fable dans la nuit et je lui avais donné, quoi. Et non, c'était un homme inouï. C'est un homme inouï et il a pas eu... Tu vois, ce qui est étrange, c'est que avec Christophe Laval, qui est un prof, un metteur en scène, un coach, un mec super avec lequel j'ai fait des choses, notamment il a mis en scène un extrait des Dents du Peigne qui est, quand on a fait le truc à l'Odéon, là, au théâtre de l'Odéon, et en fait après qui était avec moi chez Cochet, et je crois que c'est en octobre, on déjeune ensemble, on dit mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on écrit, il faut qu'il ait un Molière parce que d'honneur pour l'ensemble de son travail parce que avant qu'il soit trop tard, quoi, parce qu'on sent qu'il est fatigué, machin, etc. Et puis voilà, bah voilà. Ça a été, ça c'est pas, voilà. On a essayé de faire un truc, voilà, c'est trop tard. J'espère qu'il l'aura en tout cas. Ouais. Mais maintenant, est-ce que tu penses qu'un enseignement comme ça, après, dans ces cas-là, tu gardes quelque chose en toi, tu le transformes et puis tu le repartages à quelqu'un d'autre? Il y a comme un mouvement comme ça qui se crée naturellement. Oui, il reste vivant. C'est ce que j'écrivais dans Les Dents du Peigne, c'est-à-dire que les écrivains ne meurent pas parce que tant qu'on continue à lire leurs livres, ils sont immortels, et tant qu'on continuera à parler de Jean-Laurent et à parler de son enseignement et que son enseignement perdurera, et il y a de très bons apôtres, je suis carrément dans le mystique là, qui continue à des très bons. Je pense à Jacques Mougenot qui était le maître assistant de Jean Laurent et qui était là aussi parce qu'en fait Jean Laurent
m'a formé, mais il m'a formé avec Jacques et avec d'autres. Mais en tout cas, je pense à Jacques, je pense à Christophe, je pense à tas d'autres gens, et puis à mon petit niveau aussi, où effectivement, on prolonge ce que on prolonge. Je voyais Olivier Lejeune là, qui depuis le décès de Jean Laurent faisait des vidéos confinées où justement il expliquait. C'était bien parce que tu te rends compte qu'en fait à différents moments, lui il est allé au cours un peu avant moi, sans vouloir être désagréable, À peine. mais il a ouvert son cours en 67, Jean-Laurent, j'y suis Mm. allé en 92, donc tu vois. Il disait, ce que c'était génial, parce que l'essentiel de ce que j'ai retenu, c'était l'essentiel de ce c'était ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'en fait, on disait que sur des heures et des heures de cours, et sur tout ce qu'il nous a appris, les choses sont restées, quoi. Et j'avais l'impression d'entendre Jean-Laurent, et ils étaient, voilà, donc je pense que oui, il est encore vivant grâce à ça, mais il va nous manquer. Parlons écriture, encore. Enfin, j'aime bien tourner autour de ça avant de venir à d'autres choses. Euh, Toi, tu as commencé par écrire des pièces qui étaient plutôt des comédies. Ouais. Et puis petit à petit, même si c'était des comédies avec du sens, enfin tu disais, t'aimais toujours rajouter du sens même dans des comédies un peu pures, un peu plus pures. Petit à petit, tu t'es tourné vers l'histoire. Alors, t'as une formation, non Ouais, d'histoire? moi, je fais partie des gens qui ont des diplômes qui n'existent plus. C'est-à-dire, j'ai eu un bac qui n'existe plus, Moi aussi, hein. et donc j'ai une maîtrise d'histoire qui ne m'a jamais servi à rien. Alors, Jean près de moi disait que j'avais une maîtrise d'histoire drôle, mais mention assez bien. J'ai Mais toujours été. tu t'es mis donc après, petit à petit, là, ces dernières années. Non, pas euh, ces dernières années. J'ai toujours écrit, j'ai écrit des trucs dès le départ avec des trames historiques. Ça m'est arrivé ouais. assez vite. Mais Mais de plus en plus politique, c'est là où ah, je voulais en venir. Et quand ouais, je dis politique, c'est au sens très très large, hein, des affaires de l'homme la est un animal cité, politique. jusqu'à ce que, oui, voilà, mais jusqu'à ce que tu ailles dans la dystopie avec les dents du peigne, euh, et puis même, enfin, dans la suite, temps de réaction, etc. Enfin, je veux dire, il y a des pièces depuis, j'ai l'impression, depuis le choix des âmes, où tu as pris une tournure et puis qui te donne peut-être cette épaisseur davantage d'auteur de théâtre plutôt qu'être auteur de comédie. Tu vois à peu Ouais. près Je, la je, distinction. je mets pas de côté, enfin, je mets pas de, enfin, je me fais pas des. Je crois que c'est très compliqué. C'est beaucoup plus simple d'écrire une mauvaise pièce qui semble profonde qu'une bonne comédie, mais Ah, on est bien d'accord. non, mais je le précise. Je sais que tu le Ouais, sais, ouais. mais je le précise. Non, en fait, j'ai pas. Je pense qu'on est. Je crois que j'ai eu conscience avec l'âge de la rapidité de notre moment sur Terre, alors que avant j'étais forcément invincible, et que il y a urgence à pouvoir dire des choses que j'ai envie de dire, et parce que il y a plein de choses à dire sur notre société, plein de manières de se révolter. On peut gueuler devant sa télé, on peut aller coller des affiches, on peut faire un tas de trucs, et qu'à un moment donné, je me dis, ma mère, je peux arriver à dire des choses. J'ai cette chance d'avoir cette spécificité, de pouvoir écrire des trucs qui peuvent être exister après derrière et dire des choses. Et c'est pour ça en fait que c'est arrivé. Et je crois que simplement c'est juste l'homme que je suis qui a bougé, qui a influencé l'auteur. Et puis alors attention parce que je vais faire je vais faire une image, mais je me compare pas. Mais Corneille, il a commencé par la guerre des comédies, tu vois, et c'est pas ça qu'on retient. Mais je me prends pas pour Pierre de Corneille, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis juste que on évolue, on change, et que en fonction de ça, on n'écrit pas forcément les mêmes choses. Comme à 20 ans, j'écrivais plutôt des personnages qui avaient 20 ans, et comme maintenant, j'écris plutôt des personnages qui ont 40 ans ou 45 ans, voilà, etc. Je crois que c'est pas conscient. Je crois que ça vient d'un monde qui est peut-être moins joyeux, mais en même temps, sur le temps de réaction, je retourne vers un divertissement. Alors évidemment, un divertissement avec effectivement un fond et tout ça, mais un divertissement quand même, un truc, voilà. Oui, enfin, ça reste assez historique, enfin avec des bases historiques que tu t'amuses après Oui, mais à jouer dedans. il y a des vraies vannes, il y a des vrais moments Ouais, ouais, c'est ça. En il y a un plus, tout petit peu plus de vannes que dans le choix des âmes, c'est vrai. Mais on va en parler. On va en parler un petit peu rapidement. Mais j'ai deux, trois encore questions. T'es un vrai connaisseur du théâtre. C'est-à-dire que je me rappelle d'une soirée à Avignon qu'on a passée
toi, moi et Christophe Maury, Ah oui, c'était drôle. donc anciennement de la librairie théâtrale, mais qui est un puits de science aussi. Et j'ai découvert que toi, à côté, t'étais pas en reste du tout. Et tout d'un coup, quand vous vous êtes mis à parler tous les deux de Molière, j'avais, j'ai eu le sentiment, pendant à peu près 1 heure de soirée que vous avez parlé de Molière, d'être un putain d'imposteur, de faire du théâtre et pourtant je crois avoir lu quelques pièces de Molière, mais vous vous êtes battus tous les deux sur le nombre de pièces que, je sais pas si tu te souviens, hein. 33 ou 34, c'était ça le truc. Oui, Est-ce voilà, que c'était c'est ça. 33 Vous ou vous étiez 34 battus pièces? sur ça et vous n'étiez pas d'accord. Évidemment, moi, inculte que je suis, j'aurais été infoutu de vous départager. Mais je me dis, ce jour-là, chez moi, tu as gagné tes lettres de noblesse en tant que mec cultivé, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, wow, non, mais moi, je suis vraiment un prolo fini, ce fils de boulanger qui connaît rien, tu vois. Et ça m'avait vachement plu. Mais c'était juste une toute petite anecdote, histoire Après, je peux d'inciter. juste te dire un truc là-dessus, c'est que la chose sur laquelle on s'est vraiment frité, c'était de savoir si Molière avait écrit ces pièces ou si c'était Corneille qui les avait écrites. Hmm. C'était sur des balades qu'on était. Et je pense que le Rosé Pamplemousse était très. Ça avait dû aider Si aussi. tu te rappelles, moi je jouais, donc j'étais au Coca Light, mais Christophe avait Oui, largement plongé dans le Rosé Pamplemousse. et il y avait les tartines. Et les tartines, voilà. On était, je sais pas combien de tartines. Est-ce que toi, justement, pour toi, donc aujourd'hui, dans ta vie d'homme, dans le monde dans lequel on vit, quelle est la place de l'auteur? Est-ce que l'auteur, enfin, ouais, si, tout simplement, quelle est la place de l'auteur? Encore, peut-être même plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Et quelle sera la sienne? Je suis incapable de te répondre à cette question, si ce n'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, des éléments de réponse, c'est-à-dire que se dire, j'ai cette chance de pouvoir utiliser ça pour pouvoir parler, pour pouvoir dire des choses et pour pouvoir euh, ouais, faire réagir. Là, par exemple, mon prochain projet, il y a tant de réactions qui sera sur Avignon 21, si Avignon existe encore en 21. Mais on est en train de monter, j'ai écrit et on est en train de monter un spectacle qui s'appelle Elina au pays des sept lunes, qui est un jeune public. Et là, pour le coup, qui aborde frontalement le problème de la différence et du racisme, entre autres choses. Et là, il y a un vrai truc de faire à la fois un spectacle complètement féerique, très visuel, avec un fond qui soit de se dire si on peut arriver, parce qu'il y a déjà des cours de récréation très tôt où tiens, t'as pas la même couleur, c'est pas possible. Enfin, on peut arriver à aider à participer à un mouvement d'éducation, tu vois, par rapport à ça. Et je sais que je parle pas en vain à toi particulièrement qui a écrit la bi-trilogie Clan This Is Not. Tu vois, en fait, l'auteur, c'est juste l'homme qui a envie, qui a un haut-parleur, quoi, tu vois. C'est ça. Mais j'arrive pas autant j'arrive pas me projeter en tant qu'homme, auteur, machin. Enfin, tu vois, je suis juste moi. Oui, oui. Mais est-ce qu'un auteur, et c'est un mini débat, parce qu'on a beaucoup de mini débats sur Facebook tous les deux, euh, est-ce que tu penses que un auteur qui écrit un bouquin, ça vaut un vote? Non. Est-ce que tu penses pas qu'un auteur, à un moment, peut faire changer le vote de quelqu'un? Euh, un seul auteur, non. Mais un auteur après plein de choses ou un auteur avant plein de choses, oui. Je pense pas. Euh, je sais pas. En tout cas, un auteur, ça doit permettre, pour moi, et là, ça va répondre aussi à ta question sur les thèmes des pièces, etc., d'ouvrir un débat intérieur, de commencer à réfléchir, se divertir. En fait, si je prends ce qui est la compagnie, quand tu vas sur le site de la compagnie, il y a marqué faire rire, faire rêver, faire réfléchir. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu mon credo, quoi. Eh Hmm. ben, Tu as parlé d'Avignon, je voulais faire juste une toute petite parenthèse par rapport à ça. Très vite, quand on a discuté tous les deux, il y a quelques semaines, lorsque je t'ai proposé de faire le Lloydcast, on a parlé d'Avignon et déjà, t'étais très, moi, j'étais sceptique et toi tu disais c'est mort. Et j'étais sûrement beaucoup plus optimiste que toi. C'était mon côté Olivier Py, je sais pas. ah. Euh, je me suis jamais autant flagellé que ça. Euh, donc, cet Avignon qui disparaît cette année, qu'est-ce que ça t'inspire en 2 mots?
Bon, d'abord, en premier, je pense à tous les copains qui vont copines. accueillir mes mandrons à Ouais, tous les niveaux. ouais. A priori, ceux-là, c'est les moins graves, mais c'est grave quand même, qui vont pas faire leurs heures parce qu'ils n'auront pas ce truc-là. Ceux qui ont répété, qui pourront pas créer leur projet et qui sont dans une frustration inouïe. Et puis ceux qui ont mis tous les ronds et puis qui sont en train de se battre avec des margoulins qui vendent leur studio, qui louent leur studio 2000 balles un mois et qui dit bah non, moi j'ai pris les arts. Je discutais je sais plus si c'est lundi ou mardi avec Jean-Philippe Daguerre et qui me disait putain les enfoirés, je suis en train de me battre parce que lui il avait 5 spectacles, le jeu média, donc du coup c'est énorme le nombre de gens et il avait beaucoup de loueurs. Et en fait, là, je pense à tout ça. Et puis, je pense après aussi et surtout au fait que il y a un truc, il y a une interview de Pierre Béfette qui est assez bien fichue où il dit il va falloir se réinventer, faire autrement. On est quand même au bout d'un processus avec Avignon. Il serait temps. Ouais, mais c'est intéressant que ce soit lui qui le dise, là où il est. Et puis je pense que en fait, il y a beaucoup de théâtres qui ont reporté pour Avignon 21, donc je me dis que l'effet d'étranglement va être encore plus grand en 21. Je me dis surtout pour les compagnies, ça correspond à tellement d'heures de spectacles qui seront pas vendus sur. En fait, on est dans une nasse pour plusieurs saisons. Si on n'est pas capable de voir aujourd'hui que la problématique, c'est qu'on a fermé des portes, qu'elles vont pas s'ouvrir comme elles étaient ouvertes, mais qu'elles vont juste s'entrouvrir, que tout le monde est agglutiné contre la porte, qu'il y a des gens qui vont rester étouffés derrière les portes, et ça sur plusieurs saisons. Pour moi, on est dans une crise majeure du spectacle vivant tel qu'on l'a jamais vu, qui va durer, ce qu'on est en train de vivre là, s'il se passe rien de plus, je pense qu'on en a pour 3 saisons à s'en remettre, pour arriver au niveau du 15 mars, ou plutôt du 15 février. En termes de... Et je suis pas très optimiste, hein, clairement. Oui, il faudrait pas. Je pense que, d'un point de vue même global, on en est arrivé là parce que c'était comme ça aussi avant. Déjà, ce goulot d'étranglement d'Avignon, tu le connais, je le connais. Il y a quand même des choses qui sans arrêt marchent sur la tête, même s'il y a des démarches ces dernières années, il y a les sentinelles, etc. C'est pas possible qu'une compagnie imagine pas aller à Avignon dans des conditions normales, je veux dire, en payant les gens, etc., en étant dans les cadres, etc. C'est pas possible qu'une compagnie dise je vais mettre 30 000 euros et si ça se passe bien, je vais perdre que 10 000. Ouais, bien sûr. Et au profit de quoi et de qui? Au profit de mecs qui payent leur loyer en un mois en louant leur truc un mois, payent leur loyer annuel. Ouais. Au profit de cafetiers, de restaurateurs qui triplent les prix, qui te vendent les tomates au prix du caviar et qui en plus le crachent à la gueule. Oui, au profit, mais même quand ils triplent les prix, ça reste moins cher qu'à Paris. Quel est le ouais. Ouais, sauf qu'elles sont pas passées par Rungis, ça vient directement d'à côté. Hein. Ouais, voilà. Quel est un mec qui achète un lieu pour faire un théâtre, parce qu'on est quand même dans un truc où il y a 100 spectacles de plus tous les 2 ans et où il y a 4, 5, 10 salles de plus tous les ans. Et en fait, le plan d'économie d'un truc comme ça, c'est de dire, en fait, en 5 ans, j'ai rentabilisé ma salle. Parce qu'effectivement, je vais tout payer sur les créneaux que je vends 100 balles le siège. C'est quand même incroyable. Donc, il y a un truc qui marche pas, c'est sûr. Et en même temps, il ne s'agit pas de taper sur les gens qui font correctement leur boulot par rapport aux salles. Je pense notamment à... je pense à des gens qui sont en vraie grosse galère parce qu'ils ont une petite salle, parce qu'ils y croient, parce que tu vois. Oui, ou qui ont une programmation qui ne sont pas des garages. Exactement, je pense, puisque tu les connais, puisqu'on a joué tous les deux là-bas, aux copains de l'atelier Florentin, mais je pense aussi aux Pixel, là, qui n'ont pas. Tu vois, par exemple. Moi, j'ai reçu un mail des gens du Pixel qui ont d'abord fait un post Facebook en disant écoutez, là, Avignon, pas Avignon. On rembourse tout le monde, il n'y a pas de question à se poser, les compagnies ne sont pas à apporter ça. C'est à nous de gérer le bordel. Et puis le truc d'après, c'est qu'en fait, là, ils sont tellement dans la merde, en tout cas je le suppose, qu'ils balancent un crowdfunding. Et c'est normal.
Oui, oui, bah, de toute façon, C'est-à-dire, parce que pour avoir discuté avec eux, c'est des vrais passionnés, c'est des gens c'est pas que des gens qui pensent à faire du blé, parce qu'il y en a aussi pas mal, mais ceux-là, on va les oublier. tu le sais, dans le Lloydcast, il y a un personnage récurrent qui s'appelle la petite souris. Cette petite souris, elle vient chez toi et si effectivement j'étais à la place de cette petite souris, qu'est-ce que je verrais de Stéphane Titeka en une journée? Pas forcément en une journée de confinement, mais une journée, on va dire, à peu près ordinaire chez toi. Elle représente à quoi de quoi elle est faite? Est-ce qu'elle est faite de combien de temps de gestion de compagnie, combien de temps d'écriture, etc., de répétition? Une journée normale, ça dépend effectivement si je joue ou quoi, mais une journée normale, quand je suis off, on dirait, quand le comédien ne joue pas ou n'est pas en train de répéter, elle est sur un 9h-18h à la compagnie, en gros, en règle générale. Voilà, c'est le premier truc. Il y a du temps après familial, et puis dans la nuit, je peux me retrouver dans mon antre. Et la petite souris, je sais que tu poses souvent une question sur les tics d'écriture. Hmm. Tu la poses après ou tu veux que j'y réponde Non, non, maintenant? non, non, justement, enfin, c'est la suite, hein. Est-ce Euh, qu'effectivement, il y a des, pas tant d'éthique, mais des rituels, des petites choses ouais. comme ça, parce que je sais que souvent les gens sont intéressés, enfin, moi, ça m'intéresse toujours, c'est le making-of, en fait. En fait, il y a un truc autour de la lumière. Je me rends compte qu'à partir de 17h, il y a quelque chose qui se fait. J'ai une lampe qu'on voit pas ici, mais qui diffuse une chaleur chaude, qui est une lampe que m'avait offert ma grand-mère il y a quelques années. Et en fait, pour tout dire, c'est une lampe que m'a offert ma grand-mère. Elle avait la même et cette lampe, elle a été cassée. Et maintenant, c'est la lampe de ma grand-mère. J'aime bien la lumière qu'elle fait. Ça me met dans un état. Ensuite, il y a quelque chose, c'est autour de l'odeur. Toujours, j'ai une bougie parfumée à la vanille, truc pourri, enfin bref. Même Euh, pas une des bougies, là, qui coûte 50 balles, la bougie, non, vraiment un truc... Ikea. Ah ouais. J'ai de l'encens, parfois. J'ai un café, souvent. Et puis, j'aime bien être dans mes livres, dans mes murs et dans mon monde. Mais ça, c'est vraiment le truc un petit peu romantique. La plupart du temps, j'écris dans le train entre deux spectacles. T'arrives vraiment à écrire comme ça dans le train Alors, entre deux spectacles ou est-ce que... Enfin, est-ce que c'est pas de la réécriture dans les trains, etc. alors, Non, non, c'est non, vraiment non, l'écriture? non. Ok. J'écris beaucoup dans les trains parce que j'y passe beaucoup de temps, parce que effectivement, je voyage, enfin, j'ai la carte très grand voyageur, hein, le club, enfin, c'est pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que j'y passe beaucoup de temps et, et, euh, et donc je m'isole. C'est-à-dire que j'ai un compte Deezer qui ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que j'ai un compte Hmm. Deezer qui permet de. J'ai acheté un casque, tu sais, qui chope qui annule le Ouais, son externe. ouais, réduction active. Voilà, c'est ça. Et je me mets dans ma bulle. En Hmm. général, alors j'ai toujours une playlist en rapport avec ce que je suis en train d'écrire, ou si j'ai pas encore de playlist en rapport avec ce que je suis en train d'écrire, on retrouve souvent Chopin ou des choses comme ça, voilà. Et je m'isole et j'y vais. J'ai vraiment une vraie capacité à être autiste aux autres quand je suis vraiment dans le truc, quoi. D'accord, d'accord. On a parlé de tes inspirations, de tes maîtres. Alors j'aurais voulu qu'on parle encore un peu plus de femmes, mais visiblement tu es très attiré par les hommes. Et il y en a un dont tu as croisé la route il y a quelque temps. Tu vois tout à fait de qui je vais parler. J'ai Mais beaucoup de chance avec les gens que j'ai croisés, vraiment. ouais, mais, euh, mais celui-ci, Alexis Dessau, pour pas le nommer. Ah, c'était lui? Ah bah non, je pensais. Non, mais vraiment, je C'est pensais que tu vrai? parlais d'un sax. Je pensais que tu allais parler d'un. Ah! Alors, Alain Sachs, on peut en parler, bien sûr, mais Alexis Dessau, d'abord. C'est En qui fait, c'est. Alexis Dessau? Déjà, Comment? c'est qui Alexis Dessau? Parce que on le voit souvent avec toi. Je veux dire, c'est toi la vedette. C'est sympa de faire monter on sent des comédiens un peu jeunes là. En fait, Alexis, c'était ce qui est étrange, c'est que quand on s'est rencontrés, il y a eu un truc qui s'est passé au téléphone. Bon, pour le coup,
je l'ai raconté 100 fois, donc je vais essayer de. On a un ami commun qui est auteur, qui s'appelle Thierry François. Et Alexis et moi, on est tous les deux dans un projet qui se casse la gueule. On n'est pas très bien. Et il dit, tiens, mais ce que vous dites, ça se ressemble. Et il file les numéros de téléphone et Alexis m'appelle. Et là, on a une discussion et une commande d'auteur d'Alexis qui dit, moi, j'aimerais bien écrire un truc sur 14-18, mais qui parle d'autre chose que, tu vois, pas simplement la guerre, mais un peu une élévation de l'âme, un truc comme ça. Je suis bah ouais, ouais. Et puis on discute pendant 1 heure. Ce qui est très drôle, c'est que moi, je me rappelle parfaitement des allers-retours que je fais dans mon salon. Et lui, il est en train de partir vers sa Normandie, et sa très chère Normandie. Et il se gare sur un chemin en bagnole et on discute pendant 1 heure. Et, et en fait, il y a un truc, et je dis merde, on parle la même langue, tu vois. Et on se donne rendez-vous 3 semaines plus tard. Et 3 semaines plus tard, entre-temps, j'avais réfléchi et j'avais écrit, notamment un bout dans le train, 80% du choix des âmes. L'idée du jeu de mots entre âme, violoncelle et tout ça, je le trouve dans un corail, tu vois. Et puis on commence, au départ, je devais être juste un auteur. Après, il est question que je mette en scène et que je le produise avec la compagnie. Puis finalement, je l'ai joué et la mise en scène, c'est Valérie qui l'a faite. Et l'histoire, tu la connais, elle est assez féerique. Mais on se retrouve dans ce premier Avignon en 2016 en étant quand même deux personnes très très différentes, en se disant comment on va faire pour cohabiter. On avait quand même un appartement dans de bonnes conditions, mais comment on va faire pour cohabiter? Et en fait, simplement, on a vécu le choix des âmes. Le choix des âmes, c'est deux mecs qui n'ont rien à foutre ensemble et qui finalement finissent par s'accepter et grandir l'un l'autre. Et on l'a vécu en vrai, en fait. Et puis après, c'est toujours plus simple un Avignon qui se passe bien pour que ça se passe bien avec tes partenaires. Hein, et en fait, rapidement, cet homme très bizarre, très différent de moi, qui bouffait n'importe quoi, enfin des trucs bizarres, des fruits, pas de gluten, pas de lactose, enfin un truc qui était impossible pour moi, enfin toi. Et à côté de ça, lui, il était face à un espèce de gros plouc terrien qui bouffait n'importe comment. Bref. C'est pour ton rôle. Non, non. Bref, en tout cas, les choses se sont transformées et on se fait pas beaucoup d'amis dans ce métier. Et de vrais amis, je veux dire, voilà, bonjour, quoi. Mais des vrais amis, non, on s'en fait pas beaucoup. Et en fait, il s'est passé vraiment un truc assez extraordinaire avec Alexis, sans qu'on se le dise vraiment, et on reste très différents, mais on a appris à respecter nos différences et elles sont parfois fondamentales sur des lignes de crête qui sont irréconciliables a priori. Moi, je suis, par exemple, athée pratiquant, il a la foi, et voilà, et d'autres choses comme ça. Et en fait, il y a une complémentarité qui s'est fait un peu naturellement dans le jeu, tu vois, et il y a une vraie amitié qui est née. Il y a un truc, je peux pas l'expliquer ni le définir. On s'appelle, on prend des nouvelles. Nos gamins s'aiment bien, voilà. Le choix des âmes, ça fait combien de représentations en tout depuis 5 ans? Alors ça va faire 5 ans. Hein, la première, c'était le 21 mai, mais c'était le jour de notre rencontre aussi. Exactement. Le 20, on s'est rencontrés le 20 mai. Ouais. On est je suis plus 150, quelque chose comme ça. Oui, c'est pour ça que je disais même à l'international, parce que ce que tu nous disais, c'est que tu avais joué la dernière fois, d'ailleurs, en Allemagne. 12 mars, dernière date. Voilà. Et il y a encore des dates derrière, j'imagine. Enfin, a priori. Oui, on va normalement jouer en octobre à Provins, chez l'ami Claude Monnoyer, qui l'avait vu il y a 1 an et demi, puis qui l'avait programmé. Oui, il y a quelques dates encore derrière, il y a d'autres trucs, et oui, il y a... Les Dents du Peigne aussi, qui était l'année dernière à Avignon. Ouais. Et qui tournait aussi en même temps. Qui tourne toujours un peu, qui tournera, il y a des dates à l'automne en Touraine, entre autres. D'accord. Et le prochain gros projet, c'est Temps de réaction, c'est ça? Et encore avec Alexis. Avec Alexis. Entre autres. Entre autres. Je ne dis rien d'autre. Hein, mais... sera 3 sur le plateau et ce sera avec Alexis. Ça va être un... À la mise en scène, tu sais déjà qui tu vas prendre? Ah, je sais qui est... Oui, on a eu une lecture, donc oui, mais il n'y a rien de vraiment... Voilà. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un de très chouette. En tout cas, le début d'échange qu'on a eu, c'est quelqu'un qui... J'espère que ça va se faire et j'ai hâte de travailler avec lui. Est-ce que le choix des âmes, à un moment, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas Paris? Est-ce que ça a marché? Enfin, à quel moment est-ce que tu as vraiment essayé? Et si tu as essayé, pourquoi ça n'a pas marché?
Ou est-ce que c'est pas le bon moment? À l'issue d'Avignon 2017, on a eu des touches assez sérieuses et puis des gens qui ont été. Disons qu'on Moins sérieux. a bien vu. J'ai pas envie de toi, d'une manière générale, je garde les choses positives et j'avance, mais Bien on sûr. a bien vu que les côtés un peu pourris de ce métier. Donc ça a failli se faire plusieurs fois. Voilà. D'accord. Mais tu penses que ça pourrait se faire ou va y avoir un moment où tu vas tourner la page du choix des âmes et est-ce que c'est Alors, en fait, quelque chose que tu appréhendes? Parce que c'est quand même un spectacle qui finalement te fait connaître au plus grand nombre, au plus grand oui, oui, public bah, ouais, et auprès des programmateurs, des producteurs, même maintenant qui te suivent pour tant de réactions. le, en fait, on a toujours dit, Alexis et moi, on arrêtera le choix, soit parce que personne n'en voudra, Hmm. soit parce qu'on en aura marre de le jouer. Et en fait, on n'avait pas joué depuis longtemps puisqu'on avait été sur Kin pendant un long moment et on n'avait pas joué depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on s'est éclaté en mars, quoi. Là, c'était vraiment, et on a eu encore envie, etc. Et puis il y a d'autres choses qui se font. Il se trouve que il y a à la fois une espèce de docu-fiction qui interroge le statut de l'image à partir du choix des âmes, qui est un truc très 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 perché qu'on a fait en septembre, qui est un long métrage en fait, Hmm. qui est en train d'être monté euh, là en ce moment. Et puis il y a un moyen métrage qui va être réalisé par un super réal d'ailleurs. C'est signé, mais du coup, j'ai pas envie de forcément de balancer tout de suite le truc là. Mais en tout cas, le truc est avancé. Bah déjà, Et c'est bien. Tu livres des exclus quasiment comme ça. c'est ouais, ouais, de ce que j'ai vu de lui précédemment, je suis très excité de voir la suite, quoi, de ce qu'il va en faire. Alors je te préviens, hein, il n'y aura pas de montage. Je précise parce que j'ai eu une invitée une fois, très bonne copine, et qui est Valérie pour pas la nommer, et qui fait des choses extraordinaires, qui a mis en scène avec son mari 20 milieux sous les mers, etc. Et puis on parlait tellement bien qu'elle m'a raconté tous les projets qu'elle avait. Et certains donc ont été réalisés entre-temps. Et elle me rappelle 2 jours plus tard pour me dire ah, merde, Lilian, fallait pas que je te raconte ça, fallait pas que je dise ça, fallait pas que je dise ça. Et donc il a fallu que je coupe dans le, Non, non, mais dans moi, le Lloydcast. les choses sont signées, Ouais, ouais, réalisées et signées. Ce que je te dis, il y a d'autres choses qui sont en cours de route et bien sûr. tu n'as pas posé de questions et je t'aurais pas répondu, tu le sais. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc non, non, tout ce dont je parle, c'est réalisé. Enfin, Avant qu'on arrive sur la fin, j'ai une question alors, forcément hyper actuelle et je la pose à tous mes camarades créateurs. Euh, Comment tu le vis, toi, ce confinement? Alors, on a compris, tu as un pavillon et tout ça, mais c'est pas une question d'être privilégié. À un moment, ce pavillon, tu l'as c'est acheté, un etc. château. Donc, C'est un château. c'est château, ouais. Comment tu le vis en tant qu'auteur, ce confinement? Est-ce que tu arrives à écrire? Par exemple, tous les gens que je connais, toutes mes copines autrices et tous mes copains auteurs n'écrivent pas. Alors, j'écris pas, mais je pense qu'il y a d'autres raisons. Moi, je suis sur un autre projet qui s'appelle 1100 jours que j'avais largement commencé avant le début du confinement et voilà, qui est un très joli projet aussi. Et en fait, je suis en train de me débattre avec toutes les histoires administratives autour de la compagnie, notamment par rapport aux gens qui travaillent à la compagnie, au chômage partiel et tout ça, etc. Je suis aussi avec une compagne qui est en télétravail et un enfant de 4 ans qui n'a pas école. Ce qui fait que mes journées sont chargées et même si voilà, j'essaie de libérer un peu de temps aussi quand même pour la famille. Et puis c'est vrai que le soir, j'ai plus trop de jus ou plus trop l'envie. Alors je crois qu'il y a un truc un peu de fainéantise et d'envie, de pas d'envie. Après, je suis quelqu'un de très ordinaire. Enfin, si tu veux, tu vois, je me suis taillé les cheveux tout seul parce que j'en pouvais plus d'avoir dans les yeux. Moi, je voulais pas en parler. Non, mais tu peux. Je grossis. Enfin, je fais exactement tout comme tout le monde, tu vois. Donc, ouais, je me suis planté de sabot, c'est un peu court. Oui, un petit côté Tintin, c'est mignon. C'est exactement ça. En même temps, t'es plus du tout emmerdé pour te coiffer le matin. Voilà.
Alors que moi, non, en fait, non, j'écris pas vraiment. Mais en même temps, je me dis, je laisse reposer les choses. Et puis là, je vais être obligé d'être dans de la réécriture par rapport à Elina parce qu'on veut essayer d'avancer pour garder le calendrier, qui est un calendrier où on est censé créer le 11 septembre. Donc, la date est d'enfer, en fait. Tu vois le truc. Magnifique, superbe. On sent le projet qui va bien, quoi. Alors, comme d'habitude, on termine avec toujours les mêmes questions. Tu dois les connaître. Je ne sais même pas si tu les as préparées, mais je suis sûr que non, te connaissant. Non. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction? Je suis bien emmerdé, en fait, parce que je pense que c'est pas forcément. Je suis bien emmerdé, mais je pense que je produirai. Tu peux produire du Lloyd, hein, si jamais tu veux. Non, je pense que je ferai plutôt du bon théâtre. Oh merde, fais chier, j'en étais sûr. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une chanson qui a changé ta vie? Une chanson, un livre, un film qui a changé ma vie. Mon rêve avait raison, de Jean-Laurent Cochet. Si tu ne faisais pas ton métier, tu ferais quoi? J'aspirerais à le faire. Je ferai tout ce que je peux pour arriver à faire ce métier. Quel est ton plus bel échec? Notre rencontre. Ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde, je pense que c'est mon bureau. Hein. Il y a ce mot américain qui est le motto, qui est comme une espèce de devise ou de motivation au quotidien. Est-ce que tu as une phrase comme ça qui te vient, qui te motive en permanence? C'est une phrase de Courteline qui dit: le fait du véritable artiste n'est pas de se complaire en ce qu'il fit, mais de comparer tristement avec ce qu'il aurait voulu faire. On sent que c'est bien écrit au-dessus de ton truc là. Pas du tout. Pas du Je tout. plaisante, oh là là. Pas du tout. Et enfin, quel est ton mot préféré? Tu en as le droit à plusieurs, hein. Il y en a qui en choisissent plein. Mon mot préféré. Ah, j'aurais dû quand même préparer cette question. Mon mot préféré. Zut. C'est pas mon mot préféré, c'est que je ne trouve pas. Peut-être Laval, parce que c'est un palindrome et qu'on peut le prendre dans tous les sens. Et ça, pour y arriver, t'as avalé, on peut le dire. C'est ça. Alors, ton actu en ce moment, c'est Facebook. D'une part, parce que tu lis ton roman. Alors, j'ai arrêté de le T'as lire. arrêté. J'en ai lu 22 chapitres. Oui. Et certaines personnes, dont mon camarade Alexis, m'a dit: fais gaffe, parce qu'il y a quand même. Roman, il sort de la pièce temps de réaction, et que tu peux pas tout cramer non plus. Et puis, tu peux faire quand même gaffe, parce que des fois, il y a des gens qui sont pas très bien attentionnés, etc. Donc, j'ai lu jusqu'au moment où ça bascule. Et je me suis arrêté là-dessus. Sinon, grâce à toi. Non, pas grâce à moi. Tu m'as demandé et je t'ai juste dit, tiens, il y a Il m'a cette donné plateforme-là qui existe, c'est tout. On a créé avec la compagnie un podcast où tous les soirs on lit une histoire aux enfants. Qui est formidable, que j'ai écouté. Je peux Merci. le dire de manière très subjective, objective, mais c'est vrai que le générique est génial. Il est topissime. C'est sur PodCloud parce que c'est la plateforme moi, que j'utilise pour mettre ces podcasts et celui-ci qui y sera aussi. Mais ton podcast, donc tu peux en parler. En tout cas, je voulais juste te dire, c'est super bien. En tout cas, en termes de réalisation aussi, c'est très très bon. Et d'ailleurs, du coup, ça fait partie des choses qui me prennent 2 heures par jour en fait. Ouais. Dans la journée en ce moment confinée. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est surtout pas, c'est tous les comédiens, on est 5 à lire des histoires. Moi, je fais le montage évidemment, mais ouais, c'est un truc qui me prend un peu de temps en ce moment et qui est chouette. Et puis pour le reste de l'actualité, il faut demander à Monsieur Macron. Justement, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas pouvoir ressortir? Non, je pense que le truc de dire on va voir ses potes, je pense qu'effectivement, je sais pas si je pourrais aller voir ma mère parce qu'elle fait partie des gens à risque. Mais oui, c'est un peu la famille, les gens comme ça, les gens qu'on a envie de voir et qu'on a envie d'embrasser en réel, quoi, tu vois. Après, j'en sais trop rien ce que je vais faire quand je vais sortir. S'il y a un truc que j'aimerais faire, c'est aller voir mes copains normands là. Ça, c'est un des premiers trucs que je vais faire. Je pense que je vais aller à Saint-Valery-en-Caux. Bien.
Merci Stéphane pour, en fait, tu vois, beaucoup plus longtemps que prévu. C'est pas grave, je voulais pas couper parce que c'est toujours hyper passionnant de t'écouter parler à la fois de tes anecdotes et puis ta vision aussi de ce métier que je trouve hyper honnête. Et ce que je voulais dire, c'est la chose que j'avais oublié de marquer, c'est que moi je voulais t'inviter parce que je trouve que c'est remarquable. La catégorie ici, c'est les remarquables. Et pourquoi moi je te trouvais remarquable? C'est parce que tu es tout seul à la base à faire ton truc et tu l'as un petit peu dit, tu as monté ta compagnie, tu fais vivre des gens et tu arrives à l'intérieur de tout ça à concilier une vie de mari, une vie de père, une vie aussi en tant qu'auteur à parler de sujets compliqués, politiques. Tu es quelqu'un d'engagé. Je t'ai même soutenu à l'époque que tu avais voulu rentrer, je crois, dans la SACD, enfin, c'est toi qui Le sais, conseil d'administration, oui. dans le conseil d'administration, merci, de la SACD. Tu es quelqu'un qui est, ce que je disais au début, très engagé. Et c'est ça que je trouve absolument remarquable, parce que tu arrives à avancer, voilà, avec tout ça, avec tous ces petits écarts à l'intérieur de toi, à les faire avancer à peu près tous ensemble. Et je trouve que c'est ultra remarquable. Et je le dis ici, tu es quelqu'un, parce que souvent les gens nous voient en train de nous bécoter sur Facebook. Je t'admire. Sache-le que moi, je t'admire vraiment. Voilà, Merci, pour tout ça. c'est tout à fait réciproque. Juste à l'engagement, c'est pas écrire trois mots et c'est pas l'engagement, c'est autre chose en Oui, fait. Je oui. pense que les gens qui, moi, je prends aucun risque en m'engageant à rien. Et effectivement, je suis un révolté d'une manière générale, donc je veux faire avancer les choses, pas simplement engueuler. Maintenant, je suis pas engagé. En tout cas, j'écris pas. On m'a dit souvent, tu écris du théâtre engagé. Non, j'écris ce que je pense, simplement. C'est une façon de s'engager dans l'humain aussi. Oui. Il y en a qui ferment leur gueule, hein. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi, la compagnie, d'avoir suivi cet épisode un peu spécial. Il y en aura d'autres qui vont arriver, bien évidemment. Il y aura aussi un Salut la compagnie qui va se refaire, peut-être, pourquoi pas, avec Stéphane comme invité, puisque j'ai aussi d'autres invités qui sont intéressés. Merci pour tout. Ciao, salut la compagnie. Bientôt.